Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bâtir en Ile-de-France. Cette semaine, la vie continue malgré la Covid et les chiffres qui ne sont pas bons. Nous, on va parler cette semaine d'un tout autre sujet, qui est bâtir, construire en Ile-de-France avec notre premier invité, François Pupponi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député du Val d'Oise, MoDem. Oui. Est-ce que la vie continue quand on est député? Est-ce qu'on fait son métier normalement en ce moment? Oui, j'ai plus qu'avant. Parce que d'abord, il faut être proche des gens, il faut être là, il faut être sur le terrain. Il y a des gens. Moi, je suis dans une circonscription très populaire, donc il y a des gens qui souffrent, il y a des entreprises qui sont en grande difficulté. Moi, je suis membre de la commission des finances, donc effectivement, aider le monde économique à s'en sortir, c'est une réalité qui fait que quand on est député dans ces périodes-là, c'est extrêmement prenant. Moi, en plus, comme il n'y avait pas beaucoup de députés qui pouvaient participer dans l'hémicycle, comme je suis francilien, j'ai quasiment voté toutes les lois d'urgence. Donc oui, c'est une période très intense. Vous l'avez dit, avec la crise sanitaire, le monde économique est fortement touché. Aujourd'hui, on est sur le plateau de Bâtir en Ile-de-France. La construction est touchée et on parle beaucoup du Grand Paris ces derniers temps. Est-ce que vous savez nous définir le Grand Paris en quelques mots ? Oui, le Grand Paris, moi j'ai participé à l'époque quand j'étais président de l'ANRU, et puis c'était la précédente mandature. L'idée, c'est de dire on construit un nouveau réseau de transport, on y construit des gares modernes, et au-dessus et autour des gares, on construit du logement et de l'activité. Voilà. Donc c'est un nouveau dessin pour l'Île-de-France. On redessine l'Île-de-France au niveau des transports, au niveau du déplacement, au niveau de l'architecture, au niveau du logement. C'est un pari qui est... Après, c'est un pari qui va être sur plusieurs dizaines d'années. Les gens que j'en compte nous disent qu'on est aux prémices, il y a les nouvelles gares qui commencent à être construites, voilà. Mais en tout cas, c'est très enthousiasmant pour ceux qui sont impliqués là-dedans. La construction fait partie de ce Grand Paris et c'est un secteur qui, on l'a dit, est touché. On pourrait perdre plusieurs dizaines de milliers d'emplois sur ce secteur-là. Est-ce que le bâtiment, la construction peut être un levier pour sortir de la crise économique? Oui, bien entendu. Enfin, la construction, moi, je l'avais dit au précédent mandat, je suis sûr que sur une mandature, la construction, c'est 1 ou 2 points de PIB. Voilà. Oui. Et ça fait 10 ans que globalement, on ne sent pas de la part de l'État une vraie volonté. Alors, on l'avait vu avec le précédent mandat de François Hollande. Les 3 premières années n'avaient pas été très actives dans le domaine de la construction. À la fin, grâce à Sylvia Pinel, on a relancé la machine. Et là, avec Emmanuel Macron, on a recommencé. C'est-à-dire que pendant 2-3 ans, il ne s'est rien passé ou très peu. Là, j'ai le sentiment qu'avec Emmanuel Vargon, que j'ai rencontré, il y aura un mouvement, il se passera des choses, mais on a encore perdu 3 ans. Et on voit bien les chiffres de la construction en 2020, c'est une réduction de 54%. C'est catastrophique. Et le choc social sera en 2021-2022. Et je pense que c'est ce qui inquiète le président de la République, qui jusqu'à présent, moi je lui ai dit plusieurs fois, n'est pas un fervent défenseur du logement. Ouais. J'ai plutôt le sentiment que pour lui, le logement c'est de la pierre, que de la pierre c'est pas la vraie économie, c'est de la rente. Bon, là, je pense que compte tenu du choc social qu'il va y avoir dans le domaine de la construction, des bâtiments, des travaux publics, etc., il y aura un vrai plan social en 2021-2022, si on ne fait rien. Au niveau de l'Élysée, je pense qu'il commence à y avoir une petite musique qui commence à être un peu plus positive. Vous l'avez dit, pas beaucoup de logements construits, 11 500 logements en moins. Comment on peut l'expliquer, ça? C'est vraiment que l'État? Non, c'est le fait qu'il n'y a pas d'entente? Il y a plusieurs phénomènes. D'abord, le sentiment que tous les dispositifs qui existaient, qui étaient là pour doper, qui coûtent de l'argent, mais que ce soit les Pinel, les PTZ ou autres, tous ces dispositifs devaient s'arrêter. Donc les gens se disaient, les avantages fiscaux qu'on avait, ils disparaissent. Alors là, on les a reprolongés de 2 ans. Enfin, on devrait, si la loi de finances va jusqu'au bout, les prolonger de 2 ans, et c'est une bonne chose. Deuxièmement, il y a aussi une campagne électorale. Ouais. Où maintenant, la tendance pour les maires ou les gens qui se présentent, c'est de dire on arrête de bétonner, on ne veut plus construire. Troisièmement, il y a quand même une raréfaction du foncier en Ile-de-France, y compris avec le Grand Paris, parce que on travaille beaucoup auprès des gares, mais ça va prendre du temps parce que ça va relancer. Et donc, il y a une frilosité des élus, maintenant, qui, avant les élections, ne veulent plus construire, et puis après, disaient on est promis de ne pas construire, ne veulent plus. Le foncier qui se raréfie, donc qui devient plus cher. Et puis, les institutionnels qui se disent mais est-ce que c'est encore intéressant d'aller dans le logement, etc. Voilà, donc là, il faut repartir. Alors là, il y a un premier phénomène positif, c'est on a prolongé le Pinel et le PTZ. Voilà, alors il faut aller plus loin, mais globalement, on sent que voilà, on peut repartir vers une dynamique positive. Vous l'avez dit, il y a aussi les élections. Quelquefois, les élections stoppent tous les projets. Est-ce que c'est normal que les élections municipales, les départementales qui arrivent, les régionales, stoppent des projets de construction? Alors,
En période préélectorale, c'était traditionnel. Généralement, les maires, ils ne se précipitent pas pour signer des permis parce que quand vous signez un permis dans un quartier, ça peut vous mécontenter les gens. Donc, il y avait une frilosité. Ouais. Là, c'est différent. Parce qu'il y a une frilosité pendant les élections, et puis surtout, il y avait des arguments politiques qui étaient de dire on ne va plus bétonner, on ne veut plus de logements, on arrête tout. Enfin, on a vu les maires de Bordeaux, de Lyon qui disent on arrête. Bon. Et donc là, c'est autre chose. Là, c'est une volonté politique de dire on arrête. Avant, ça se faisait uniquement dans un contexte préélectoral. Maintenant, c'est vraiment de la politique avec un désamour de certains élus avec le logement. Bon, si effectivement, au niveau local, on ne veut plus construire, je ne vois pas où est-ce qu'on va construire en France. C'est intéressant tout ce qu'on dit, mais alors j'ai un autre chiffre, une autre question à vous poser. Est-ce que vous savez combien de temps dure le délai de construction, enfin d'accord, entre les promoteurs et les gens qui demandent? Aller comme ça à la louche, on va être sur 4 ans. Ouais, 30 mois aujourd'hui. Oui, mais c'est même plus. Enfin, contre 20 mois en 2020. Oui, mais moi je dis un peu plus parce que entre le moment où vous négociez le foncier, le moment où vous avez le permis, les recours, pas les recours, les demandes, les changements de PLU, oui, ça peut être 30 mois, mais ça va s'allonger, bien sûr. C'est trop long. Il faut simplifier les procédures, concrètement ou pas? Alors, on a essayé. Surtout en période de crise. Non, mais on a essayé de simplifier les procédures, mais simplifier les procédures, c'est quoi? C'est permettre d'avoir un permis très vite. Ouais. Bon, 3-4 mois pour obtenir un permis. Après, il faut éviter les recours. Bon. Et puis après, il y a les problèmes de construction. Bon, je pense qu'on a quand même beaucoup simplifié. On a fait des lois pour aller contre les recours abusifs. On a beaucoup simplifié. Mais il y a quand même, après, une technostructure française qui fait que ça prend du temps. Voilà. Alors après, il y a aussi la méthode de construction. En France, on n'est pas du tout adapté. On n'est pas pour les constructions modulaires, plus rapides, etc. Bon, c'est un vrai sujet. Hein. On est quand même très béton. Parce qu'on a les majors du béton qui sont dans notre pays. Voilà. Mais oui, il y a aussi des nouvelles méthodes de construction. Oui, mais on a du mal. Hein. Ouais. On a du mal. Hein. On a du mal. D'abord, les entreprises ne sont pas formées pour. Les constructeurs, ceux qui font du béton, ils n'ont pas envie de voir de nouvelles techniques qui arrivent. Et ce n'est pas dans la culture française. Ce qui est dommage, parce qu'on pourrait construire plus vite, moins cher. Alors, certains nous disent non plus cher, mais même moins cher. Il faudrait qu'on dope un peu ces techniques de construction un peu plus rapides. Oui, c'est long. Construire du logement, c'est long. On l'a dit en début d'entretien, des secteurs sont touchés, on parle de la construction, mais tous les secteurs économiques aujourd'hui en France et dans le monde sont touchés par cette crise sanitaire. Il faut qu'il y ait un travail, vous l'avez dit, et l'État le fait, mais il faut qu'il y ait un travail encore plus étroit entre des promoteurs immobiliers et les décideurs, par exemple. Est-ce qu'on peut les aider un petit peu plus et comment on peut le faire si on doit le faire? Je vous dis, moi, ce qui me gêne le plus, là, dans ce que l'on vit, c'est que aux élections municipales qui viennent d'arriver, il y a eu un changement politique important, un rajeunissement des élus, en particulier en Île-de-France. Et les promoteurs qui avaient noué des relations normales avec les institutionnels, en particulier les collectivités locales, doivent redécouvrir des nouveaux élus. D'abord, qui ne connaissent pas tellement ce monde-là, et deuxièmement, qui, je répète, parce que c'est un peu la tendance, sont plutôt en train de dire on ne veut plus bétonner. Bon. Donc oui, il faut remettre du lien. Jusqu'à présent, les promoteurs étaient plutôt connus dans les collectivités, ça se passait plutôt bien, chacun avait son territoire, on sait comment ça... Là, aujourd'hui, il faut reconstruire de la confiance. Hein. Et puis, donc la machine est en train de s'arrêter. D'abord parce que, je l'ai expliqué tout à l'heure, les dispositifs législatifs ne sont plus là, mais aussi parce qu'il y a une nouvelle donne politique en Île-de-France et que ça ne simplifie pas les choses. Alors les choses vont se réguler, mais on aura perdu 1 an ou 2, et dans ce domaine-là, 1 an ou 2 avec une baisse de la construction, c'est économiquement et socialement catastrophique. Pour se placer du côté du consommateur, de celui qui achète, une enquête a été publiée il y a quelques jours sur le fait que Paris devient la 3e ville la plus chère au monde. Oui. Alors dans la vie quotidienne, hein, sur le coût de la vie, mais aussi forcément sur les logements, Paris devient de plus en plus cher. Est-ce qu'on peut encore construire à Paris aujourd'hui quand on est promoteur immobilier, et est-ce qu'il y a encore la place? On sait que Paris est une ville quand même très remplie, très densifiée. Oui, mais on est dans un pays un peu paradoxal. On nous dit qu'on ne veut pas d'étalement urbain. On nous dit que dans certains territoires, il ne faut plus construire. Ouais. Il y a des lois montagne, il y a des lois littorales. Donc la seule solution qui nous reste, c'est de construire à l'intérieur des villes. C'est de densifier les villes. Parce que si on ne veut pas s'étaler, si on ne veut pas construire en montagne, si on ne veut pas construire au bord de la mer, et si on ne veut pas construire au cœur des villes, on construit ou on ne construit plus. Donc bien entendu que la seule solution, c'est de construire dans les villes. Alors sur Paris, il y avait toutes les nouvelles lois qui permettaient de surélever des logements et tout ça, de transformer, on l'avait fait dans le Island, de transformer des activités économiques, des bureaux en logements.
Le problème de tout ça, on peut le faire et ça se fait. Le problème de tout ça, c'est le coût. C'est pour ça aussi que le prix sur Paris flambe. C'est que le coût de rénovation, le coût de transformation des bureaux en logements, le coût de la surévaluation, ça entraîne des coûts de sortie très élevés. Et donc, ce n'est accessible qu'à certains. Donc, en fait, oui, Paris, on peut construire, et on construit à Paris. La ville de Paris construit beaucoup, pour le quartier des Batignolles, etc. On voit que tout change. Mais avec un tel coût du foncier et un tel coût de construction que le prix de sortie n'est accessible qu'à certains. La vraie question, c'est comment on construit à des coûts attractifs pour les populations populaires de Paris. Bon, ben, malheureusement, on continue le phénomène historique, c'est que les plus pauvres vont quitter Paris, vont aller en banlieue, de plus en plus loin, parce que l'approche banlieue maintenant, elle également, c'est un peu, entre guillemets, boboisé. Le prix du foncier, le prix du logement monte aussi. Donc on est en train de louper un aménagement du territoire francilien, parce qu'on a une politique qui va contre la mixité. On construit de plus en plus aussi en Île-de-France. Oui. Malgré tout, dans les territoires d'Île-de-France. L'Île-de-France est aussi en train de devenir une région très importante en termes d'immobilier et d'immeubles, et de logements même. Oui, mais ce que l'on est en train de louper, parce que ça construit globalement, puis avec le Grand Paris, alors là, bon, ça va, il y a les Jeux Olympiques aussi, on va construire beaucoup de logements pour les Jeux Olympiques. Bon. Mais ce qu'on est en train de louper, c'est la mixité. Parce qu'on voit bien, les promoteurs, ils veulent vendre cher, les gens veulent se loger. Bon, moi, je vois sur une ville comme Sarcelles, quand on commence à être en TVA à 5,5 à 3 500 euros le mètre carré, c'est l'équivalent d'un 4 200 euros. Tout le monde ne peut pas payer 4 200 euros le mètre carré un logement. Voilà. Donc le problème, c'est que beaucoup de gens, et c'est normal, moi le premier, on veut des logements relativement un peu plus élevés pour faire venir des classes moyennes. Et la vraie question, c'est où loge-t-on les populations, les classes populaires en Ile-de-France? C'est ça le problème. C'est que tout le monde veut de l'accession à la propriété, tout le monde veut de l'intermédiaire, plus personne ne veut de logement très social. C'est donc où on les met. Merci Monsieur Poupinier d'être venu nous voir sur le plateau. Pour terminer l'interview, on va faire un que oui que non. Je ne sais pas si vous connaissez ces célèbres sur notre plateau. Vous répondez que par oui ou que par non. Voilà. Avec le Je connaissais un jeu où il ne fallait pas dire ni oui ni non. Voilà, c'est le contraire. C'est l'inverse. Que oui que non. Est-ce que vous avez déjà été un défi dans votre vie politique? Oui. Vous l'êtes encore aujourd'hui ou ça y est? Non. Vous n'êtes plus en défi? Non. D'accord. Que oui que non. Est-ce que député, c'est un beau métier? Oui. Pourquoi en ce moment, alors c'est une question, on sort du que oui que non, pourquoi en ce moment, quelquefois, on tape un peu facilement sur les élus politiques? Vous savez, actuellement, pourquoi? C'est compliqué de répondre oui et non, mais on tape, en fait, les Français tapent sur tout le monde. Sur les politiques, sur les médias, sur leurs voisins. On est dans un pays en crise. Et la crise, elle entraîne une réaction assez violente vis-à-vis des élites en général. Et les politiques en font partie. Que oui que non, est-ce que c'est bien de faire un Beauvau de la sécurité? Oui. Que oui, que non. Est-ce que vous serez toujours député en 2024 pour les Jeux Olympiques? Oui. Oui. Vous aurez envie en tout cas, peut-être, de député. Voilà, oui. La question c'est est-ce que j'ai envie? Oui. D'accord, très bien. Que oui, que non. Est-ce que le PSG va se qualifier en Ligue des Champions ce soir? Oui. On va pas faire plaisir à l'équipe d'Erdogan. Vous avez raison. Que oui, que non. Est-ce que vous allez faire Noël en famille? Oui, mais alors on va être 4. Ouais. Il y aura ma femme, mes enfants seront pas là, nos enfants seront pas là parce qu'ils seront là. Il y aura ma mère et ma tante, voilà, et ma femme et moi. Donc voilà. Faut faire attention. Oui. Et encore, on se pose la question parce que ouais. ma mère a 87 ans, ma tante 94, et donc est-ce qu'on les fait venir, est-ce qu'on les fait pas venir, est-ce qu'on se mange, voilà, on se pose la question. D'ailleurs, je précise que nous, on est à 1 mètre de distance, qu'on s'est lavé les mains et qu'on avait le masque juste avant l'interview. Que oui, que non. Est-ce que vous irez vous faire vacciner contre la Covid? Oui. Vous comprenez le débat qu'il y a autour, alors qu'en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, on commence déjà à vacciner? Non, moi, j'ai eu le Covid. Heureusement, sans gravité, voilà. Bon, bref. Mais un peu fatigué, mais vraiment léger. Bon, et je connais des amis qui l'ont eu, qui ont été durement touchés. J'en connais qui sont décédés, enfin, j'en connaissais qui sont décédés, y compris un député, Claude Coisguen. Excuse-moi du terme, c'est une saloperie, ce virus. Bon. Et donc, si on vous donne un vaccin qui vous permet de vous protéger, il ne faut pas hésiter, avec tous les risques que ça peut entraîner. Mais enfin, les organisations sanitaires ne prendront jamais le... Oui, on n'a pas de recul, mais tant pis, on prend le risque. Dernier que non, est-ce que vous savez qui sera président de la République en 2022? Oui, au jour où je vous parle, je ne vois pas qui peut empêcher Emmanuel Macron de l'être. Bon, mais vous savez, moi, j'étais très proche de Dominique Strauss-Kahn. Les favoris 1 an et demi des élections, généralement, ils ne sont pas à l'arrivée. Donc, j'ai pris beaucoup de recul et beaucoup d'humilité dans ce dossier-là.
Il y a ceux qu'on espère, il y a ceux qu'on pense, et puis il y a ceux qui sont là à l'arrivée. François Pupponi, merci beaucoup d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes député du Val d'Oise, MoDem. Vous allez à l'Assemblée nationale. Oui, j'y suis. Dans 2 minutes, ça à côté, c'est bien. Et ben voilà, merci à vous d'être venu nous voir. Restez avec nous sur Bâtir en Ile-de-France. On revient cet après-midi pour le premier débat de ces 3 jours. Nous serons avec Geoffroy Boulard notamment, vice-président du Grand Paris. À tout à l'heure.